Alors le module d'activité, réduire mes déchets, nourrir la terre, comprend 3 grandes séquences, une dédiée aux déchets, une seconde aux biodéchets et aux vers de terre et au sol, une troisième au compostage justement, avant d'arriver sur la fameuse dernière séance, toujours la même quant à son principe, devenir éco-citoyen, devenir acteur de prévention. Alors les premières séquences dédiées au tri des déchets, vous le voyez, plusieurs séances, alors qui vont être cycle 1, cycle 2, ou sur les 3 cycles. La première va être dédiée tout simplement de façon introductive au repérage par les élèves ou à la confirmation par les élèves qu'il existe des catégories de déchets qu'ils connaissent bien en général, le papier, le verre, le métal, et puis qu'il y en a d'autres, ces déchets, après avoir été mis de côté, classés, on voit qu'il reste d'autres déchets, c'est la séance suivante. On a étudié pourquoi c'est important de trier et en quoi on va recycler le plastique, le métal, le verre, le papier, avant d'arriver à ce qu'on appelle les déchets résiduels. Il reste quoi? Il reste des épluchures. Ce sont des déchets qu'on va appeler organiques et on va s'interroger sur qu'est-ce qu'on en fait. Et vos élèves pensent quoi? Ils pensent que tout simplement le camion passe, il les prend, il les emmène. C'est vrai que c'est bien ça qui se passe. Bon, y a-t-il mieux à faire que cela? Comment cela se passerait-il dans la nature? Telle est une des questions qu'il est possible de poser. Et évidemment, pour vérifier ce qui se passe dans la nature, on pourrait les laisser dans la nature, mais non, on ne dépose pas des déchets dans la nature pour voir ce qu'ils deviennent dans la nature. On va constituer un modèle. Ce modèle va consister à poser ces déchets organiques dans des pots et essayer de reconstituer les conditions de la nature. Dans la nature, il y a quoi? De l'eau, de l'air. Donc dans un pot, on va mettre de l'eau. Vous avez des pots de faisselle, par exemple, d'1 kilo. Vous avez mis à peu près à moitié vos déchets biodégradables, et puis vous y rajoutez un verre d'eau. Et puis vous fermez. Ça, c'est le premier pot. Attention à celui-ci. Le deuxième pot, la même chose. Vous avez mis de l'eau, par contre, vous laissez le pot ouvert. Troisième pot, vous fermez le pot, mais vous ne mettez pas d'eau. Quatrième pot, vous ne mettez pas d'eau, mais vous laissez ouvert. Et puis, trace écrite de ce qu'on pense observer. N'oubliez pas la réalisation de la trace écrite avant de commencer l'expérience, ou au moment où on commence l'expérience, on rappelle la question qui était posée, l'hypothèse qu'on a émise, et puis naturellement la solution ou le résultat qu'on pense observer. Ça, c'est la première colonne. Et puis évidemment, ce qu'on va observer va être consigné, si possible, sur la même trace écrite, ça facilitera la comparaison, bien sûr. Au bout de quelques jours, on va observer les résultats. Alors vous les avez à l'image. Ce qui vous manque à l'image, c'est évidemment l'odeur. Le pot numéro 1, je vous confirme, pour rappel, il était avec de l'eau fermée. Ça a une odeur très forte, proche de celle de l'égout. Ça sent donc très mauvais et ça ne nous rappelle absolument rien de naturel. Éventuellement, des élèves qui ont l'habitude d'aller à proximité de mares croupissantes vraiment malodorantes, c'est rare. C'est très rare, mais ça peut arriver. Ça peut rappeler ça. Le pot numéro 2, en revanche, il sent lui, je rapporte des mots d'enfants, la forêt, la terre, la cave. Voilà. Pour des plus grands, ça peut rappeler le sous-bois, l'humidité, la litière, le terreau, la tourbe. Ça, c'est les grands qui parlent de ça. Les petits, vous rappelle, la forêt ou la cave. Bon, c'est à peu près l'un ou l'autre. L'humidité. Très bien. Pot numéro 3, pareil. Pareil, avec un peu moins de densification. Les déchets sont bien diminués sur le pot numéro 2. Le pot numéro 3, qui était, lui, sans eau, la réduction, la compression des déchets est moins évidente. L'odeur est à peu près la même que dans le pot numéro 2, agréable, de la forêt, c'est plutôt bon, la forêt, mais moins prononcée quand même. Quant au pot numéro 4, il sent rien. Le volume a plutôt augmenté, ou est resté à peu près stable. Là, vous faites un trait sur les bords du pot pour marquer au moment du lancement le niveau des déchets. Et puis là, on voit que ça n'a pas réduit, voire même, si vous avez mis des épluchures de pommes, ça a plutôt tendance à s'expandre. Donc le volume a un peu monté. Et ça sent rien. Donc la conclusion de cette manip, c'est évidemment que ce qui se rapproche le plus des conditions naturelles, c'est avec de l'eau et de l'air. Ça, c'est... Parce qu'évidemment, on va faire un lien avec la nature, évident. Il y a des déchets, la nature produit des déchets. Par exemple, des feuilles mortes. Ça fait quelque temps que les feuilles mortes tombent des arbres.
Et en quantité en plus, il n'en tombe pas 3, quoi. Depuis le temps que les feuilles mortes tombent, normalement, on aurait dû être enseveli sous des mètres et des mètres de feuilles mortes. C'est pas le cas. Bon. Si on fait une virée en forêt, ou si vous ramenez de votre virée à vous en forêt, ou même d'un simple passage dans le parc ou le jardin d'à côté de chez vous, vous ramenez ce qu'on appelle de la litière, c'est-à-dire ce qu'il y a en surface du sol, vous allez trouver quoi? Des brindilles, des feuilles mortes en cours de composition, de décomposition, un peu de sorte de tourbe, bref, vous ramenez quelque chose qui est du déchet biodégradable en cours de décomposition, vous le pressez dans vos mains, ça ressemble à ce que vous obtenez comme résultat avec les déchets que vous avez laissés dans votre pot de faisselle, vous le portez à votre nez, ça sent exactement la même chose. Bon, je crois qu'on a trouvé quelque chose avec de l'eau et de l'air comme un moyen de décomposer des déchets qui ressemble à ce qui se passe dans la nature. Accessoirement, si vous faites une virée en forêt, vous pouvez en profiter pour capturer des vers de terre, des vers à compost. Ceux qui sont donc en surface, les plus petits, les plus mignons de tous les vers de terre. Vous pouvez faire un piège à vers avec du marc de café. Vous avez la solution qui est donnée ici. Elle est présente en ligne sur le site également. Si vous avez un composteur au fond de votre jardin ou dans la résidence d'à côté ou un tas de fumier pour ceux qui partent à la campagne, ce sont des vers à compost. Ces vers adorent le compost, donc il y en a plein à proximité. Avec du marc de café qui est l'aliment qu'ils préfèrent, vous les capturerez sans aucun problème. Évidemment, la partie qui va suivre va consister dans une séquence qui va leur être dédiée à étudier ce qu'il y a dans ces sols et étudier notamment les vers de terre. Donc vous avez de la litière, vous avez des bestioles dans les vers qu'on observe à la loupe. Alors vous avez bien sûr les vers avec un dispositif qu'on appelle le dispositif de Berlez, une simple bouteille en plastique coupée en deux, dans la partie supérieure renversée, vous mettez votre litière. Le bouchon qui est toujours présent est percé. Toutes les bestioles qui vivent dans la terre, y compris dans la litière, n'aiment pas la lumière. Donc vous braquez un projecteur dessus, ça les fait fuir. Vous entourez l'ensemble d'un papier d'aluminium ou d'un papier noir. Du coup, la zone qui va rester à l'ombre va être ici, éclairée là. Donc elle fuit toutes ces bestioles et elles tombent au fond de votre bouteille. Et vous avez là un formidable réceptacle avec des acariens, des fourmis, des vers de terre s'il y en avait dans votre litière. Ils sont là et vous n'avez plus qu'à les observer. Alors attention, le lit en bas d'alcool à brûler, c'est si vous voulez figer les bestioles pour favoriser leur observation à l'état immobile. Si vous êtes réfractaire à ça, parce que vous ne voulez pas tuer, même pas une fourmi ou un acarien, vous ne mettez pas l'alcool à brûler et ça va très bien fonctionner quand même. Moins facile à observer du coup, mais ça marche. Alors le ver, vous observerez sa morphologie. Vous observerez, avec une petite vidéo qui est en ligne d'ailleurs, la façon dont il défèque. Vous observez ici un ver de terre en train de faire caca, très très intéressant à voir. Là c'est fait avec une petite caméra numérique qui grossit 20 fois, très utile à utiliser pour ça. Je précise que les déjections de vers de terre ne sentent pas autre chose, en fait ça sent rien du tout la déjection de vers. Vous observerez comment le ver se déplace. Si certains de vos élèves vous cassent les pieds, vous leur mettez 5 minutes à reproduire l'exercice du ver de terre qui se déplace sans les bras et sans les jambes, vont vous laisser tranquille pour le restant de la journée. Vous observerez le fait qu'il n'aime pas la lumière. Dans l'assiette dans laquelle vous avez mis un peu de litière et les vers ne restent pas longtemps observables déjà parce qu'il y a trop de lumière et ils s'enfouissent. Si vous leur braquez un projecteur, c'est pas qu'ils restent pas longtemps, c'est qu'en 3 secondes, ils se sont enfouis. Vraiment, ils fuient la lumière. Très intéressant à observer. Évidemment, ces vers de terre qu'on a repérés dans de la litière, cette litière sent la même chose que les déchets biodégradables. On s'interroge sur qu'est-ce qu'ils mangent, ces vers ? Probablement mangent-ils quelque chose qu'ils trouvent dans leur environnement de vie. Si leur environnement de vie ressemble à nos déchets en cours de biodégradation, peut-être est-ce qu'ils pourraient manger ces déchets en question. Donc vous allez constituer une expérience à partir de l'hypothèse qu'ils pourraient manger vos déchets qui sont en cours de biodégradation. Toujours, même ceux qui sentent mauvais, les jetez pas, vous les laissez s'aérer au bout de quelques jours, enfin même pas quelques jours, en quelques minutes les odeurs ont disparu. N'oubliez pas un truc, les vers de terre ne mangent pas l'épluchure de carottes que vous venez de faire. Les vers de terre mangent des déchets qui ont été déjà attaqués par des bactéries, par l'oxygène. Donc plus vous avez laissé du temps, enfin si vous avez des déchets qui sont déjà biodégradés depuis 10-15 jours, ça va être excellent, ils sont mûrs pour vos vers de terre. Donc ces déchets dont vous avez étudié la biodégradabilité sous l'action de l'oxygène et des bactéries il y a quelques jours ou semaines, vous les avez gardés, vous les répartissez dans 5 ou 6 pots.
Et dans 5 de ces 6 pots, vous y mettez des vers. À compost, bien sûr. Vous avez un 6e pot témoin. Alors, l'idéal, c'est de passer par le pot de faisselle. Vous avez mis dans le panier ces déchets. Vous allez comprendre pourquoi. Au fond du panier, vous avez mis un caillou ou un petit... sous le panier, vous avez mis donc un bouchon en plastique ou un caillou pour favoriser l'aération. Vous avez couvert, sans fermer hermétiquement. Vous avez compris que ce n'était pas la bonne solution. Et vous recouvrez d'un bout de papier d'alu ou d'un papier pour que ça soit grosso modo à l'obscurité. Vous avez vu que les vers de terre n'aiment pas la lumière et vous êtes quand même dans une reconstitution de ce que les vers aiment bien. Éventuellement, sur le dessus de votre pot de faisselle, vous avez mis 2-3 couches d'un papier absorbant blanc propre, car plusieurs jours plus tard, vous allez ouvrir vos pots et vous allez vous apercevoir que sur le petit linge blanc que vous avez laissé, vous avez des traces de tortillons noirs. Les vers de terre sont venus se balader, voire ils ont déféqué dessus. Surtout, ce que vous allez observer, c'est la diapo suivante. Quand vous relevez le panier de pot de faisselle dans lequel il y a donc les déchets et les vers. Alors certains vers sont sortis, c'est l'idée du pot de faisselle, vous avez compris, il y a des trous dans le panier et donc les vers circulent. Surtout, vous voyez sur les bords du pot les fameux tortillons noirs. Là, c'est de la déjection de vers de terre. C'est ce qu'on appelle du lombricompost, accessoirement que certains d'entre nous vont acheter chez les fabricants de matériel et de produits pour le jardin à hauteur de 10 € le litre environ. Là, en quelques jours, sur 5-6 pots, vous avez récupéré pas 1 litre, mais une bonne grosse cuillère à soupe de lombricompost. Alors évidemment, cette quantité dépend du temps que vous avez laissé, de la quantité de vers que vous avez mis. Essayez de mettre quand même au moins une vingtaine ou trentaine de vers dans chacun des pots. Et évidemment, la question qui suit, c'est ce lombricompost qu'on a récupéré, ou cette déjection de vers, aide-t-elle par hasard, ou aiderait-elle par hasard les vers à pousser, les plantes à pousser, pardon. Alors on va faire un protocole, il est très simple, vous l'avez compris, vous avez fait germer des graines, de cresson, de lentilles, de ce que vous voulez, et vous allez tout simplement comparer 2 pots dans lesquels vous avez mis ces graines germées, toutes choses égales par ailleurs, sauf que dans un des pots, vous avez rajouté votre cuillère à soupe de lombricompost. 3 ou 4 jours, vous avez ce que vous voyez à l'image, c'est-à-dire des plantes qui ont beaucoup plus poussé quand il y avait le lombricompost que quand il n'y était pas. Et là, en une séance, ou enfin en une séquence plutôt de 2-3 séances, vous avez montré un moyen de réduire le volume des déchets, de le traiter sur place et de trouver un fertilisant efficace qui aide les plantes à pousser. Alors évidemment, ces pots de faisselle sont formidables, simplement c'est un peu limité en termes de quantité. Du coup, on peut s'interroger, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un peu plus loin pour traiter des volumes plus importants? Alors parmi les pistes qui sont proposées, demandez à votre collectivité de vous en fournir. Sachez-le, beaucoup de collectivités en France fournissent gratuitement des lombricomposteurs, des composteurs, aux particuliers et aux écoles évidemment. Ça peut être un modèle de ce type-là qu'on vous fournisse. Alors je fais très court là-dessus. Vous avez ici un bac à récupération, non pas du pipi de verre, mais des jus. C'est le bac inférieur. Ce jus est très noir, très, très puissant. Attention, ça ne s'utilise pas, ou alors c'est que vous voulez désherber. Si vous voulez désherber une zone, vous utilisez ça pur. Si vous voulez vous en servir comme un engrais, vous le diluez 10 fois, au moins, en engrais foliant ou en engrais pour nourrir la terre. Vous avez un bac ici qui est votre bac qu'on appelle de travail. C'est là que vous y mettez vos déchets. Je reviendrai une seconde sur lesquels déchets, mais là vous mettez vos déchets, vous les mettez non pas 15 kg par 15 kg, mais par lit d'1 centimètre ou 2, ça fait à peu près 1 kg ou 2, 3 maxi sur quelque chose qui fait une quinzaine de litres. Puis ça se tasse, vous laissez passer quelques jours bien sûr, vos vers de terre sont là au départ. Ça se tasse un peu, donc vous mettez un deuxième lit une semaine plus tard ou quelques jours plus tard, et ainsi de suite jusqu'à remplir, parce que malgré que ça se tasse, au bout d'un moment ça se remplit. Et quand vous arrivez en haut, vous passez tout simplement un bac numéro 2, ces déchets se biodégradent, vous passez un bac numéro 2 que vous allez poser sur le bac d'origine. Ce bac numéro 2 est percé, donc les vers de terre qui sont ici vont monter et trouver de la nourriture fraîche dans les nouveaux déchets qui leur arrivent, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser 2 ou 3 bacs, en tout cas le principe c'est qu'au bout d'un moment, ce bac inférieur, vous n'y trouvez plus que des déjections, donc les vers de terre n'y sont plus que très rares, voire plus du tout.
Ici, vous avez du lombricompost et vous avez 15 litres de lombricompost là. À 10 € le litre, je vous laisse calculer ce que vous avez produit. Alors bon, si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver beaucoup moins cher que 10 € le litre. Mais bon, sachez-le, il y a beaucoup de travail dans le champ de la coopérative, de CCE, qui accompagne des écoles. Plutôt que d'acheter des chocolats de mauvaise qualité, pas cher pour les revendre plus cher, ça fait un peu sens de produire du compost, de vendre ce compost à, bref, une démarche coopérative et puis qui fait aussi tourner la copie. Voilà, il y a aussi possibilité de se fabriquer son composteur avec des bacs en frigolite par exemple ou des bacs gerbables en plastique. Vous avez plusieurs pistes qui vous sont données sur Internet. Quelques conseils essentiels. Il y a beaucoup de choses à dire, enfin beaucoup de choses. C'est pas compliqué de faire du lombricompost. Il y a juste quelques points clés à retenir. Y aller en douceur. Vous ne mettez pas directement 15 kg de déchets sur vos pauvres 50 verres que vous avez mis dans votre lombricomposteur. Coupez en petits morceaux les déchets, ça permet d'accélérer la dégradation des déchets parce qu'il y a plus d'oxygénation, donc ça permet d'aller plus vite. Rajoutez de la matière carbonée, c'est-à-dire des morceaux de carton. Dans votre composteur, en fond de votre jardin, on vous dit mettez du broyat, des feuilles mortes, c'est pour amener du carbone et équilibrer les apports en carbone avec les apports en azote qui sont contenus dans la tonte du jardin. Vous ne mettez pas de la tonte du jardin dans votre lombricomposteur, vous mettez la tonte du jardin dans le composteur et on vous dit mélangez du verre avec du brun, du carbone avec de l'azote. Donc dans le lombricomposteur, c'est le même principe, sauf que le carbone va venir des boîtes d'œufs, des boîtes en carton. Idéalement, la boîte d'œufs, c'est bien la boîte d'œufs cartonnée parce que c'est très riche en oxygène. C'est le papier le plus recyclé que vous pouvez imaginer recycler du papier. Ça va donner de la boîte d'œufs. Donc vous êtes vraiment en termes de démarche développement durable au top de ce que vous pouvez faire. Pas de protéines animales, ça se dégrade plutôt pas mal, le poulet ou le poisson, mais ça sent pas très bon. Donc si vous voulez un truc qui ne sent pas mauvais, pas de protéines animales, pas de trucs qui se dégradent lentement, la peau d'avocat, les noyaux d'avocat, la peau des agrumes, tout ça se dégrade, mais ça peut prendre des mois et des mois. Là, vous êtes quand même sur des logiques de semaines en termes de dégradation, donc évitez ça dans votre lombricomposteur. Et puis, dernier point, ça ne s'arrose pas un lombricomposteur, ça se maintient juste à humidité. Normalement, on n'arrose pas, on fait rien, c'est fermé non hermétiquement, du coup, il n'y a pas besoin d'arroser. Il n'y a pas besoin de brasser non plus, contrairement au composteur, puisque c'est les verres qui circulent et qui aèrent le truc tout seul. C'est bien vraiment les lombricomposteurs. Alors avec vos élèves, vous allez étudier techniquement comment ça se passe. Vous faites une étude de cas, on est avec des cycles 3, vous n'allez pas faire la règle de 3 avec les maternelles. La ville de Montbac distribue à sa population gratuitement des composteurs et des lombricomposteurs. Tiens non. Donc, la première étape, la classe étudie techniquement comment ça marche un composteur, comment ça marche un lombricomposteur. C'est quoi les différences, c'est quoi les similitudes. Et puis, deuxième partie, travail de maths. La ville de Montbac compte 5000 habitants. La quantité de déchets qui sont produits ne cesse d'augmenter. Une tonne, chaque habitant produit 60 kg de déchets. Une tonne coûte 150 € pour être traitée. Combien ça coûte à la ville de traiter ces déchets ? Deuxième question, quelle est la réponse à la première ? Puisque la ville produit 300 tonnes de déchets, combien ça lui coûte de traiter ces déchets ? La première question, c'était, combien de tonnes produit-elle ? La deuxième, combien ça lui coûte ? La troisième, si les composteurs permettent de traiter à peu près 1 tonne de déchets en 3 ans, un composteur, un grand modèle, ça traite à peu près ça, 1 tonne en 3 ans. Au bout de combien de temps la ville commencera-t-elle d'économiser de l'argent, sachant que de donner un composteur à un groupe d'individus, une famille par exemple, lui coûte 100 €. Tous ces chiffres ont été calés pour permettre un travail assez simple et mental. On peut les rendre plus complexes, mais en même temps, sachez-le, c'est des chiffres raisonnables, c'est des chiffres de la vraie vie. Voilà, question 4, règle de 3. Si un habitant sur 5 participe à l'opération, combien la ville de Montbac peut-elle économiser tous les ans ? Dernière séance, devenir acteur de prévention, élaborer une piste, faire une enquête, comment on traite les déchets, voire organiser le compostage des déchets de cuisine, des déchets de cuisine ou des déchets de la cantine en tout cas, c'est tout à fait faisable, ça se fait déjà beaucoup, au collège plus qu'à l'école primaire, c'est pas faux, mais de toute façon, dans les années qui viennent, on va de plus en plus vous inciter à le faire, je dis vous en tant que particulier, mais vous aussi en tant que directeur d'école ou tout simplement équipe éducative d'école.
À l'association Passerelle, on a une tendance à vous dire, il va falloir y venir probablement. Prenons les choses par le bon bout, c'est-à-dire commençons par éduquer les enfants sur le pour que ça sert à quoi, pourquoi on nous demande de faire ça fonctionne comment, pour le faire correctement, puis pour donner tout simplement un sens. On n'est pas là pour appliquer des trucs comme ça bêtement. C'est un peu ça l'idée, vous l'avez compris. Voilà un exemple de jeu qui a été conçu sur le temps de l'école par votre collègue qui avait mis en œuvre les activités, et puis dans le cadre d'une coopération avec l'animateur du temps extra ou périscolaire, je ne sais pas, qui lui a réalisé ce jeu sur un très grand assemblage de cartons. C'est un jeu de loi qui doit bien faire de mémoire, il fait 2-3 mètres de long, quoi, hein, avec des questions, des réponses. Il a appelé ça le jeu du lombricomposteur parce qu'on parle beaucoup des verres à compost.